Bonjour Olivia, Bonjour Simon. merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, tu interviens dans le cadre d'un podcast, une série d'interviews qui s'appelle Et demain. L'idée, c'est de donner la parole aux experts de métier et qui puissent nous livrer leur vision de demain, leurs conseils, leurs recommandations, leurs alertes. Et avant ça, on va te laisser te présenter. Alors bonjour tout le monde, bonjour Simon. Donc Olivia Blanchard, je suis présidente des acteurs de la finance responsable et puis aussi accessoirement cofondatrice depuis 4 ans. Et cela fait 15 ans que je travaille en finance. Mon métier spécifiquement, c'est la réglementation financière. J'ai mon cabinet de conseil depuis 8 ans maintenant. Et j'ai travaillé dans plein d'institutions différentes, banques privées, banques d'investissement, sociétés de gestion. Et aujourd'hui, j'accompagne différents acteurs financiers à mettre en place un dispositif réglementaire qui, de plus en plus, inclut une dimension de durabilité. Mais on n'y est pas encore. Il y a encore du boulot. Ok, très clair. Alors, tu as rapidement expliqué ton parcours. Nous, ça nous intéresse de savoir comment on en arrive à créer les acteurs de la finance responsable, quand on arrive à travailler dans la réglementation. Donc, est-ce qu'on peut prendre un peu le temps de retracer comment Olivia en arrive là aujourd'hui et se présente devant nous? Comme je le disais, ça fait 15 ans que je travaille en finance et pendant 10 ans, la notion de durabilité ou de quelque chose de responsable en finance, c'était complètement inconnu. J'en avais jamais entendu parler, surtout que j'étais à Londres, donc là, c'était encore un peu plus obscur que peut-être en France. Et quand je suis rentrée en France maintenant, il y a 5 ans, justement, j'ai entendu parler de cette finance responsable. J'étais un peu à un carrefour de ma vie où je voulais complètement arrêter la finance, justement parce que je pensais que c'était un monde qui ne correspondait absolument plus à mes valeurs. Et donc, quand j'ai entendu parler de finance responsable, je me suis dit, ah, tiens, ça m'appelle. Est-ce que je peux peut-être essayer de comprendre c'est quoi? Et finalement, pourquoi est-ce qu'on parle de responsabilité dans un monde qui n'est absolument pas responsable? Parce que depuis 10 ans, j'ai évolué là-dedans où finalement, le seul mot d'ordre, c'était le profit. Enfin, je sais pas si on peut en parler encore au passé. C'est le profit, la rentabilité. Et c'était toujours faire plus d'argent pour plus d'argent. Et donc, j'avais pour moi vraiment une dissonance intérieure entre ce discours-là et puis en même temps, finalement, tous ces enjeux socio-environnementaux qui prennent de plus en plus de place et qui en prenaient énormément dans ma vie personnelle. Donc, quand j'ai rencontré cet univers de la finance responsable, je me suis dit, ah chouette, c'est quoi? Et là, ça a été un peu le parcours du combattant pour essayer de comprendre c'était quoi. Déjà, dans mon métier de compliance officer, je me disais, c'est quoi la différence entre un métier de la finance classique dans compliance ou qui va intégrer cette notion de responsabilité. Là, pareil, j'ai mis du temps à trouver des réponses. Alors, j'ai rencontré beaucoup de personnes, je faisais des déjeuners, je prenais des contacts sur LinkedIn. Je me suis vraiment formée par moi-même pour essayer de comprendre c'était quoi. Ça, c'était il y a 5 ans. Et puis, au bout d'un an et demi de rencontres, de réflexions personnelles, etc., je me suis dit, mais en fait, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a peut-être des gens qui se posent les mêmes questions que moi. Mais moi, j'avais eu du temps à l'époque pour trouver des réponses parce que j'étais à mon compte, parce que j'avais pas d'enfants, parce que plein de choses. Mais si on n'est pas dans ce contexte-là, je pense qu'on s'y intéresse pas ou alors c'est hyper difficile. Et donc, l'objectif, finalement, de la création de cette association, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait pas créer un lieu dans lequel les gens qui ont cette sensibilité, qui se posent des questions, peuvent se rencontrer et peut-être trouver des réponses. Des réponses que nous, on aura trouvé par justement déjà tout ce temps consacré à cette recherche. Et donc, c'est comment on peut transmettre ce temps qu'on y a passé, donc notre expérience, à des personnes qui auraient envie de s'intéresser à ces sujets. Donc, c'est comme ça qu'est née globalement l'association. C'était vraiment se dire, voilà, je ne suis pas seule, il y a d'autres personnes comme moi qui se posent les mêmes questions. Et après, ça a pris une autre dimension, beaucoup plus collective, communautaire, mais je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, avec cette volonté toujours de rassembler, sensibiliser, informer et puis accompagner justement sur le chemin de la prise de conscience que la finance est un acteur majeur du changement, mais qui est encore vraiment aux prémices de cet éveil de conscience. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et tu contribues à ce que le chemin soit bien tracé, qu'on puisse avancer quand même sur cette finance responsable. On va partir de zéro pour ceux qui nous écoutent. On a compris le côté finance responsable, finance durable. Mais c'est quoi la finance responsable pour toi? La finance responsable, pour moi, je ne sais pas si elle existe encore vraiment.
Une finance, pour moi, qui a vraiment cet objectif de financer, d'être au service de l'humanité. Et quand j'entends l'humanité, c'est avec un grand H, qui va inclure cette notion de vivant. Nous, on a vraiment choisi cette terminologie vivant parce que ça englobe l'humain, la planète, l'écosystème, les animaux. C'est tout ce qui est vivant, qui respire sur cette terre. Et donc, pour moi, la finance responsable, c'est vraiment cette finance qui est au service de ce vivant. On n'y est pas encore. Alors, c'est souvent un peu le débat, est-ce qu'on est dans l'idéologie ou est-ce qu'on est dans quelque chose de réalisable? Et ça, c'est tout l'enjeu, je pense, auquel on fait face aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, quand on parle de finance responsable, à l'heure actuelle, c'est une finance qui va prendre en considération des indicateurs extra-financiers, qui commence à comprendre qu'il n'y a pas que une certaine rentabilité qui est chiffre d'affaires et qui est vente multipliée par un coût unitaire, mais qu'il y a une autre dimension, qui est justement peut-être des émissions de CO2, qui est une empreinte sur la biodiversité, qui est la pression sur l'utilisation de l'eau. Voilà. Mais on est pour l'instant au début de ça et c'est toujours ce qu'on appelle un critère extra-financier, donc c'est pris à part et c'est pas inclus dans les modèles économiques. Donc la finance responsable aujourd'hui, c'est celle-ci. Mais si je devais la décrire, moi, c'est comme il dit Cyril Dion, il parle de la vision qui va embarquer. C'est quelle vision, finalement, quel monde on veut donner, et cette vision de la finance de demain. Et c'est vraiment pour moi une finance qui va plutôt vouloir financer la préservation des baleines plutôt qu'une énième usine de stockage carbone CO2. Voilà. Donc c'est comment je fais des choix d'investissement qui soient beaucoup plus cohérents avec ce respect du vivant. Oui, alors c'est ok, on est raccord sur cette vision de la finance responsable. Nous, c'est vrai qu'on aime bien dire aussi que la finance, c'est aussi l'outil d'affecter les ressources aux besoins. Maintenant, la réalité, c'est que la protection des baleines, ça fait pas rêver grand monde et que ça rapporte pas de cash aux actionnaires. C'est un peu ça le problème. Tu parlais d'argent. Il y a pas longtemps, on a intervenu sur une journée qui s'appelle 1, 2, 3 climat, où on expliquait que le problème de la finance, c'était l'argent. Ça a beaucoup fait rire, mais en fait, c'est un petit peu ça. L'argent, le profit, c'est aujourd'hui quelque chose qui nous empêche de se rendre compte que ça peut être très attirant d'avoir un maximum de capital, mais qu'en fait, ça va pas nous aider à conserver un futur tenable et souhaitable et qu'on va pas en profiter de ce capital. Si on veut vraiment raisonner purement dans notre sphère de gens qui ont quand même la chance d'être là où ils sont. Cette phrase n'est pas forcément très compréhensible, mais on a compris l'idée. Comment on casse ce mécanisme aujourd'hui de pensée qui est de se dire ce qui est important, c'est l'argent, c'est le profit, parce qu'on se rend bien compte que, ok, c'est peut-être important, mais c'est pas vital. Et pourtant, du point de vue extérieur, on a l'impression que ce qui est vital est moins important que ce qui ne l'est pas dans le monde de la finance tel que tu le décris. Alors déjà, moi j'aimerais revenir sur cette notion d'argent. Personnellement, je ne pense pas que l'argent soit un problème. L'argent, c'est un outil. L'argent, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. C'est l'homme qui décide de ce qu'il fait de son argent. Donc l'argent, pour moi, c'est une notion très neutre. C'est-à-dire, je pars du principe que si moi, Olivia Blanchard, aujourd'hui, j'ai 10 milliards sur mon compte, je me le souhaite un jour, mais effectivement, mes choix et mes décisions d'investissement n'auront absolument pas le même impact que Monsieur Pouyanné qui a cette somme d'argent sur son compte. Mais parce qu'en fait, c'est pas l'argent le souci, c'est la personne qui détient cet argent et la conscience qu'elle met dans ses choix et décisions d'investissement. Donc voilà, pour moi, on n'est pas dans ce cadre-là. C'est plutôt un éveil de conscience personnelle à celui qui détient cet argent. Ensuite, concernant la performance et la rentabilité, ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Parce que ce qui définit cette notion de performance et de rentabilité est basé sur des indicateurs économiques complètement obsolètes, où le seul indicateur économique utilisé aujourd'hui, c'est le PIB. C'est tout. Et quand on prend la formule mathématique d'un PIB, c'est quand même assez simpliste. Et ça oublie notamment un élément fondamental qui est le service rendu par la nature gratuit, sur lequel nous exploitons tout. Aujourd'hui, ce service rendu écosystémique, naturel, n'a absolument aucune valeur comptable. C'est bien pour ça qu'on se retrouve dans ces difficultés. Ce qu'on y met aujourd'hui comme terme de valeur financière d'une entreprise, finalement, c'est complètement erroné parce qu'il manque une donnée fondamentale qui est sa dépendance économique à la nature ou à son environnement, etc.
Aujourd'hui, il y a de plus en plus de prise de conscience de cet élément-là. C'est notamment via le prisme de la biodiversité, où on commence à inclure que finalement tout ça, il y a peut-être un coût et qu'on a une certaine dépendance économique et finalement sans cette ressource, ce chiffre d'affaires à la fin du mois qui est l'ordre de grandeur absolue, que tout le monde utilise, finalement ne sera pas du tout le même. Il y a des initiatives, notamment comme Score Carbone Axilia, qui va vous dire, par exemple, si aujourd'hui on devait comptabiliser toutes les émissions de CO2 d'une entreprise et qu'on devait la faire payer la facture, total, en fait, il ne serait pas à 20 milliards de chiffre d'affaires. Ou je ne sais plus, c'est résultat net ou bénéfice. Enfin, je ne sais plus, à chaque fois, je m'en perds avec eux. On n'est plus à quelques milliards près, ouais. Avec Total. Voilà. Mais donc, il y a vraiment cette dimension-là. Donc, c'est plutôt comment on revoit nos modèles de pensée, comment on revoit nos critères économiques qui donnent une mauvaise définition de ce qu'est une valeur. Mais là, on part sur des débats philosophiques, économiques, hyper poussés, mais c'est tout le débat croissance verte, décroissance. Ou si décroissance, aujourd'hui, c'est un mot, c'est un gros mot dans la finance. Il fait peur, parce que peu, finalement, je pense, se sont appropriés cette définition de la décroissance. Et si on ne veut pas parler de décroissance, qui est vu comme un gros mot, on veut parler de sobriété. Voilà, c'est un peu le mot qui est un peu plus ouvert et utilisé aujourd'hui. Mais finalement... Donc pour moi, le vrai sujet, si on veut repenser la finance et lui donner cette vision de demain, c'est à la base revoir nos théories économiques qui sont le fondement même de notre finance aujourd'hui. Est-ce que le monde financier est prêt à inclure ce qu'on appelle cette dimension en triple capital, donc qui va inclure ce capital nature dans ses modèles économiques ? On voit des soubresauts qui commencent à se mettre en place. Mais je pense qu'en termes de maturité, on en est encore très très loin. Et l'angle de la biodiversité et de l'importance finalement qu'on va accorder à ça, notamment au regard de cette dépendance de nos modèles économiques à des services rendus par la nature, ça commence à être quelque chose qui parle et qui commence à apporter un petit peu ses fruits. Mais vraiment un tout petit peu. Je mets quand même le gros bémol. Alors, pour le PIB, je te rejoins. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un Simon qui a créé le PIB aux États-Unis pour, dans un contexte économique difficile, prendre le pouls de l'économie et voir si on arrivait par des actions à relancer l'économie. Et tout le monde insiste bien sur le fait que c'est un indicateur à prendre en temps de crise, de guerre et pas en temps de paix. Je ne saurais pas dire pourquoi on a conservé ce PIB, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est totalement à côté de la plaque là-dessus. Je reviens un petit peu sur cette définition de la finance responsable, donc ce besoin de prendre en compte la biodiversité, on le comprend. Aujourd'hui, sans la biodiversité, il n'y aurait pas d'espèce humaine. On va aller directement à ce point-là. Comment ça se fait? On le sait quand même. Je veux dire, les gens aujourd'hui, si tu n'es pas au courant que l'action humaine, l'activité humaine est en train de détruire le vivant, si tu n'es pas au courant de ça, c'est vraiment que tu vis sur notre planète. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est au courant de ça, et pourtant, on continue de bouffer de la publicité sur des offres promotionnelles, sur, tiens, 2 kilos de viande achetée, 1 kilo offert, partez en voyage à l'autre bout du monde pour 150 €, enfin... Et ce n'est que ça, que ça, que ça. On a des magasins qui sont allumés la nuit, des choses comme ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une idée de ce qui fait que, malgré cette prise de conscience de tout le monde, on ne bouge pas? Ouais. Je citerai une phrase d'un homme qui s'appelle Nicolas Duhep, qui est un ancien PDG d'une boîte société du CAC 40, qui est mort pendant 53 minutes, qui est revenu à la vie et qui aujourd'hui a écrit un livre. Et sa phrase, c'est le cerveau est le meilleur ennemi du cœur. Parce qu'en fait, le cerveau, il met en place un mécanisme de déni parfait. Et c'est un peu toute cette théorie aujourd'hui où c'est-à-dire que tu as conscience des choses, mais tu le fais quand même. Tu sais, fumer tue. C'est marqué en gros sur les paquets de cigarettes que quand tu fumes, tu te tues. Et donc, ça n'empêche pas les gens de continuer à fumer. C'est un rapport, du coup, psychologique assez intéressant. Quand tu penses que les gens sont au courant qu'en fumant, ils se tuent, quelle dimension, tu penses, tu mets sur une planète qui est en train de mourir, que tu sais que tu ne verras pas, parce qu'il y a une question de temporalité. Il y a aussi beaucoup de peur, et il y a beaucoup de déni. Et donc, finalement, on est dans des mécanismes psychologiques
assez puissant, assez fort. J'aime bien aussi le film, je ne sais pas si tu l'as vu, Netflix, Don't Look Up, n'est-ce pas, avec Leonardo DiCaprio. Oui, très très bon film. Ouais. Et je pense que ce film, finalement, il va un petit peu résumer exactement la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Tu vas avoir des parties de population que tu peux mettre en deux camps. Tu as ceux qui sont éveillés depuis longtemps, il y a ceux, on dirait même trois camps. Tu as ceux qui sont déjà convaincus, éveillés depuis longtemps et qu'on a mis comme dans une case militantiste, radicale, écologique et dont on ne veut plus en entendre parler, ils font peur, etc. Tu as ceux qui ont eu la coquille fendue et ils ont dit « Ah tiens, effectivement, peut-être que je peux me mettre sur un chemin de transformation ». Et là, l'ampleur parfois de la transformation, elle fait peur. Et puis tous ceux qui ne sont drivés que par leur cerveau et non pas par le cœur, et qui sont en déni total, en fait, de la situation. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même encore toujours dans cette majorité de déni. Ça commence à se faire un petit peu plus. J'ai eu une conversation très intéressante la semaine dernière, où effectivement, je vais prendre encore un exemple, mon entreprise préférée, Total, qui forme tous ses collaborateurs à la fresque de la finance. Fresque du climat, pardon. Et tous ces collaborateurs, il y a un moment, il y a une dissonance cognitive qui se fait chez eux. C'est-à-dire que cette fresque-là, on leur dit que la Terre, effectivement, ne va pas bien, qu'on va tous mourir, etc., qu'il y a un vrai sujet. Et en même temps, on leur dit que c'est leur employeur qui est la cause première de cet effondrement. Et on est en train de voir des vrais sujets psychologiques au sein de ces salariés où finalement, ils sont tous en burn-out parce qu'ils sont pris entre deux sentiments. D'un côté, oui, effectivement, on est face à une crise de l'humanité, mais de l'autre, j'ai besoin d'un salaire à la fin du mois pour vivre, pour payer mon crédit, pour nourrir mes enfants, pour partir en vacances, etc. Et là, c'est figé. Et là, on revient sur un autre mécanisme, c'est la peur. Et en fait, je suis figée par la peur. Et donc, j'ai du mal à aller vers un chemin A ou un chemin B. Et je reste tétanisée, ne sachant plus quoi faire. Donc aujourd'hui, on est un peu dans des problématiques psychologiques de société face à ces enjeux. C'est pas simple. C'est pas simple d'avoir le courage de remettre en cause de manière radicale la manière dont on vit depuis qu'on est enfant. Donc moi, je porte ça avec beaucoup d'humilité en disant que c'est difficile. Je prends un exemple. Moi, ça fait 15 ans que je mange pas de viande. Mais pour moi, c'est hyper facile parce que je n'ai jamais aimé ça. Mais quelqu'un qui adore fondamentalement la viande, c'est hyper dur de se retrouver dans une position sacrificielle. Et donc, c'est qu'est-ce que je mets dans cette liste? Quels sont, moi, mon pouvoir, ma responsabilité? Et là, je trouve qu'on retombe dans un truc de société qui est assez moche. C'est justement de toujours culpabiliser l'individu. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de finances, parce qu'on remet un sujet de manière sociétale. Moi, je peux arrêter de manger de la viande. Tout le monde, même dans mon quartier, pourrait arrêter, essayer de faire des éco-gestes. Oui, mais quand vous avez toujours BNP ou toutes les grandes banques de France qui vont financer des projets d'énergie fossile à hauteur de 5 000 milliards, finalement, nos petits éco-gestes, c'est un peu compliqué, quoi. Et donc, c'est comment on prend du recul avec tout ça. Et donc, c'est plutôt être dans une dynamique intellectuelle, de comprendre quel est vraiment son rôle à son niveau et là où les choses importantes peuvent se jouer. Et la finance, c'est un acteur majeur. Et c'est là où on a tous un rôle à jouer. Donc, il y a cette dimension de levier d'impact très puissant à activer avec la finance. Et ce qu'on comprend, c'est que tout le monde peut l'activer facilement. Mais je reviens sur Total, là. Total organise des fresques du climat pour ses collaborateurs, mais c'est limite c'est vicieux parce que c'est ça. Je comprends pas l'objectif derrière ça. Soit ils ont un service RH très très défaillant, soit les mecs s'amusent à manipuler leurs collaborateurs, à se dire tiens, on va leur montrer qu'ils travaillent pour des gens qui détruisent le vivant, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. On va regarder. Ok, alors ça, pourtant, ils surprennent bien, hein, mais là, pour le coup, ok, donc ils ne s'arrêtent pas à ça. Je rebondis sur le côté du changement. Tu parles de moins manger de viande. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de transport. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant au quotidien. Mais comme tu le dis, ces petites choses du quotidien, il suffit qu'il y ait un gros flux financier orienté sur une entreprise non éthique et qui ne respecte pas le vivant.
Ça fout tout en l'air. Ce qui forcément te renvoie aussi à ce sentiment d'impuissance que tu peux avoir. Et donc nous, aujourd'hui, on va revenir un peu sur le côté finance. En tant qu'épargnant, en tant qu'entreprise, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, avec notre épargne, avec notre finance? Comment on peut agir là-dessus? Parce que on n'a pas envie de devenir totalement vegan. Ça peut se respecter. On n'a pas totalement envie d'arrêter de se déplacer. Peut-être qu'il le faudrait. Mais on a envie de changer les choses sans trop être dans de l'inconfort. Voilà, on va y aller progressivement. Effectivement, en tant qu'individu, on est tous concernés par son rapport à l'argent. Premier abord, c'est quel est mon rapport à l'argent déjà par rapport à mon salaire? Est-ce que moi je suis dans une dimension de je veux gagner, m'enrichir et participer aussi finalement un peu à ce monde de croissance infinie et revenir peut-être à ce besoin d'identifier la pyramide de Maslow, quels sont mes besoins. Moi je dirais que c'est un premier point qui est assez important à poser en tant qu'individu. C'est-à-dire cet argent à la fin du mois, à quoi il me sert en tant qu'être humain et pour mon développement, etc. Et parfois, ça fait du bien déjà juste de se repositionner par rapport à ce rapport à l'argent et ce dont on a vraiment besoin. Ensuite, deuxième chose, c'est ok, j'ai cet argent, maintenant j'en fais quoi concrètement et comment mon impact il peut être le plus faible possible ou le plus positif possible, on va dire, sur tous ces enjeux. Là, on va vous citer et on peut voir, c'est hyper facile, changer de banque, ceci, cela. Maintenant, moi, j'ai une vision assez, réaliste sur ce côté-là. C'est-à-dire que je vais prendre mon exemple personnel, changer de banque, ouais. Enfin, j'ai un prêt immobilier à la Société Générale. Comment je fais? C'est pas facile, en fait, je peux pas changer de banque parce qu'elle m'a accordé ce prêt immo. Ensuite, j'ai un conjoint, j'ai ceci, j'ai cela. Et en fait, finalement, la question de se dire, mais non, mais c'est simple, change de banque et mets dans une banque éthique, ça va régler le problème. Là, moi, je voudrais déconstruire quand même une croyance. Non, c'est pas si simple que ça. Ça demande un effort personnel. J'ai voulu moi-même changer de banque et pour aller dans une banque éthique, j'attends toujours qu'ils me rappellent. Donc, c'est compliqué. C'est aussi un peu un parcours du combattant. Donc, soit on décide de le faire tout seul, et ça peut être compliqué, il faut être hyper motivé donc, pour réussir à faire ça. Soit on peut se faire accompagner. Et ça, après, on en parlera, je pense, un peu plus tard, mais les conseillers en gestion de patrimoine peuvent vraiment aider dans cette dimension. Parce qu'en fait, c'est pas simple. Donc, il y a, ok, je change de banque. Parce qu'à partir du moment où j'ai une carte bancaire, quelque part, j'ai un compte. Et sur ce compte, il y a de l'argent. Et cet argent, il est utilisé par la banque qu'il détient pour investir. C'est l'euro fait des dépôts, là, la phrase que tout le monde connaît. Et donc, ça fonctionne vraiment aussi simplement que ça. Donc, cet argent qui dort sur ce compte en banque, il sert à financer les projets d'investissement de cette banque-là. Donc, dans une logique de se dire, si je veux réduire mon impact négatif, parce qu'aujourd'hui, on est plus sur de l'impact négatif quand même que du positif des banques, j'essaye de mettre cet argent dans la banque qui va afficher une éthique la plus vertueuse possible. Ça, c'est la théorie. Et après, la mise en pratique, elle est plus compliquée. Après, il y a le sujet des néobanques, on entend tous parler, les néobanques vertes, etc. On nous pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est effectivement un bon point. Il faut tout savoir, par contre, que chacune des banques néobanques vertes, elles n'ont pas leur agrément propre. Donc derrière, il faut aller voir qui, finalement, a les fonds. Après, c'est bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un prêt immobilier avec une néobanque verte? Non. Donc, encore une fois, j'ai mon épargne disponible, j'ai mes produits, mon compte courant, etc. Mais je ne vais pas pouvoir mettre tous mes œufs dans le même panier. Et donc, il faut être réaliste avec aussi sa propre réalité économique et individuelle. Et après, on passe à une autre classe. Donc, ceux qui peuvent investir. Parce que finalement, il n'y a pas non plus tout le monde. Et là, c'est investir dans des produits financiers qui sont dits durables. Et là, commence une deuxième couche. C'est quoi un produit financier durable? Alors, je vais vous dire, déjà, il faut regarder si c'est labellisé. Labellisé ISR, investissement socialement responsable. Ça donne une bonne indication, un premier fléchage facile. Mais là, il faut faire attention parce que là, aujourd'hui, pendant qu'on se parle, ça sera différent en 2025. Mais un produit labellisé ISR n'est pas garanti dans le sens où il va encore financer de l'énergie fossile. Ça va changer parce qu'il y a justement beaucoup de mobilisation de la place pour sortir
le financement des énergies fossiles de ce label. Mais là, en 2024, c'est encore le cas. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est vraiment, encore une fois, faut être motivé, quoi. Donc, c'est un gros sujet. Tu arrives sur la partie label et forcément c'est un sujet sur lequel on va parler, on va prendre rapidement le temps parce que je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui du label qui existe, le label ISR, label Greenfin, label Finansol. Est-ce que c'est pas encore un énième moyen de contrôler un peu l'orientation des flux financiers par des organisations? Parce que c'est vrai que tu parlais du label ISR, mais il n'y a pas si longtemps que ça, dans le label ISR, il y avait majorité de Total, par exemple. Est-ce que c'est pas encore une fois juste, on a des épargnants qui sont mécontents, on leur donne un petit gâteau, voilà, calmez-vous, il y a un label ISR qui est là, vous êtes contents. Mais en fait, ce gâteau, il est fait exactement avec la même pâte que le reste. Et puis, le temps que les gens s'en rendent compte, nous, on sera déjà réorganisés pour faire face aux difficultés de demain. Ou est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui quelque chose qui peut permettre facilement, simplement, sans avoir un bac+12 en analyse financière, de se dire, c'est bon, mon épargne est correctement fléchée? Ça, c'est la vision de demain. Tu peux essayer de créer la vision de demain, ce serait de comprendre un produit financier de manière simple, claire et précise, non trompeuse, n'est-ce pas l'AMF? Non, ça n'existe pas. Non, c'est pas possible, il faut avoir fait bac+12 pour pouvoir comprendre un produit financier. Il y a eu un sondage de l'AMF qui est sorti il y a 2 ans, où justement ils ont pris toute la documentation financière existante et ils ont interrogé des personnes pour voir le degré de compréhension. C'est catastrophique. De toute façon, il faut être clair. Moi, je me fais lire une documentation d'un produit financier à ma mère, elle comprend absolument rien. Donc, non, on n'y est pas. Et je pense que ça serait l'ambition et l'objectif. Aujourd'hui, on va revenir, je pense que c'est hyper intéressant ton point. Est-ce qu'on n'est pas dans des énièmes trucs? Quand j'en suis venue à me poser ces questions sur la finance responsable et que justement je me suis interrogée, c'est quoi aujourd'hui la finance responsable? Et effectivement, on est arrivé sur ce monde de l'extra-financier. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, que quand on parlait de produits financiers responsables, c'est parce qu'on inclut une dimension extra-financière. On va regarder 3 critères, ESG, environnement, social et gouvernance. Mais en fait, j'ai été choquée. Je me suis dit, non mais la finance responsable, c'est juste regarder 3 critères extra-financiers et se dire, ok, on va mettre un score et on va dire que c'est ok. Total, un super score ESG. Donc, l'ESG, c'est juste regarder une autre dimension d'une société. Mais ça ne veut absolument pas dire que cette société contribue de manière positive aux enjeux. Ça veut dire qu'elle fait peut-être moins pire que son petit copain. Mais on ne remet absolument pas en cause, finalement, l'impact positif ou négatif. Alors ça devrait changer avec les nouvelles réglementations qui arrivent sur les reporting obligatoires, où justement on inclut cette double matérialité, c'est-à-dire qu'on va demander maintenant à l'entreprise de prendre en considération l'impact positif ou négatif qu'elle a sur son environnement, parce que là c'est nouveau, c'est plutôt cool. On se rend compte finalement qu'il faut comptabiliser cet impact-là. Mais aujourd'hui, l'ESG ne le permet pas. Et c'est pas du tout un indicateur. Alors c'est pour ça qu'on est passé de l'ESG à la durabilité, où finalement on passe un peu un niveau au-dessus. Et ça qui est hyper important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui quand on parle de label ISR, on va parler que d'une dimension ESG, qui est finalement en dehors de cette notion de durabilité. Aujourd'hui, une entreprise peut être ESG mais pas durable. C'est là que c'est très important. Et la durabilité, c'est quoi ? Du coup, c'est ça où, au niveau européen, il y a plein de gens hyper intelligents qui sont mis autour d'une table et qui se sont dit on va donner une définition de la durabilité. Et ils ont fait un dictionnaire de cette durabilité qu'on appelle, avec ce mot que tout le monde adore, taxonomique. Tout le monde pense qu'on parle de nouvelles taxes. C'est une nomenclature, un nouveau dictionnaire, et on va définir la durabilité. Et donc, la durabilité, elle se définit justement avec des critères très précis par secteur. Et on va analyser si ce secteur-là, il ne fait pas de contribution négative. Par exemple, on prend le marché des énergies renouvelables. Si vous construisez une éolienne, c'est top. Mais si, par exemple, vous avez utilisé des enfants pour utiliser cette éolienne, pour la construire, c'est moins top. Donc, on ne peut pas dire qu'on est durable. Et donc, on va regarder finalement toute la chaîne de valeur
de la production ou de la construction d'un élément pour s'assurer que sur toute sa chaîne de valeur, ça respecte bien des critères minimums. Et c'est en ça qu'on pourra dire que c'est durable. Okay ? Après, il y a plein de limites à ce dictionnaire. Il y a des secteurs qui se sont invités alors qu'ils ne devraient pas y être. Et il y a des secteurs manquants, type l'agriculture, qui n'y sont pas, alors que c'est quand même assez, on va dire, central, l'agriculture, surtout sur nos sujets aujourd'hui. Donc, dès qu'on regarde quelque part, on voit bien toutes les limites à chaque fois qu'on peut avoir. Mais on essaye d'avancer d'un monde qui prenait 3 lettres à une certaine ensemble d'où on va y mettre ce mot de durable. Est-ce que ça sera suffisant? Non, toujours pas, mais bon, on y va étape par étape. Mais donc, aujourd'hui, dans le milieu financier, on essaye plutôt de construire cette notion de durabilité. Et je parle pas d'impact, je parle pas de tout ça encore, voilà. Là, on est vraiment sur cette notion, c'est quoi être durable, c'est quoi une activité durable. Et en tant que financeur, est-ce que je finance une activité qui est déjà durable ou est-ce que je vais financer une activité pour qu'elle devienne durable? Et c'est là les 2 questions qu'il faudra se poser ensuite. Tu as parlé de formation, donc en fait aujourd'hui il faudrait qu'on intègre dans les parcours de formation à l'école la compréhension du système financier, ça semble indispensable. Bon, de là à ce que ce soit mis en place, on a un petit peu de temps. Tu as parlé de ESG, je souligne quand même que toi tu es quelqu'un d'engagé depuis des années, tu es au cœur de ces problématiques-là, donc on peut quand même légitimement dire que tu as une connaissance qui est très loin de la moyenne des Français. Dans le sens où tu sais beaucoup plus de choses que la moyenne des Français sur le monde de la finance. Pour intervenir, des fois, sur des tables rondes, quand je commence à parler de critères ESG, les gens commencent à dire « Ah oui, ça y est, je vois ce que c'est. » On est en 2024. Et pour eux, c'est une garantie d'avoir quelque chose qui est durable. Et toi, ce que tu nous dis, c'est que quand on parle de ESG, en fait, on a juste des entreprises qui nous disent « Ouais, sur l'environnement, je fais ça, sur le social, je fais ça, sur le gouvernance, je fais ça. » Mais à côté, ils pourraient bien faire 1000 fois pire, c'est pas grave. Parce qu'en fait, tout ce qu'on leur demande, c'est de dire « Tiens, qu'est-ce que vous faites de bien sur ces points-là » Voilà. Ça. Donc, c'est une connerie, en fait. Enfin, je vulgarise, mais clairement, on n'est pas dans de la transparence. Et, on est juste là pour dire « Bon, bah, j'ai fait ça de bien, c'est cool pour tout le monde, vous êtes OK, on se serre la main, on part. » Et arrive cette notion de durabilité. Tu as parlé de double matérialité. On sent qu'on est un peu plus dans le concret. Tu as parlé de l'Europe. C'est l'Europe qui est à l'origine de cette double matérialité? Oui. Ok. Et tu saurais nous dire un peu qui a amené ça, d'où ça vient? Parce que comment on passe je suppose, de lobby énormes sur le financement des énergies fossiles, sur le financement de plein d'activités qui sont aujourd'hui meurtrières pour le vivant, au niveau européen, bon, les gars, vous allez devoir nous dire quel impact vous avez sur le vivant. C'est une bonne question. Je ne connaîtrais pas l'historique de la naissance de cette notion de double matérialité. Je sais que c'est né en 2018 dans le cadre du Green Deal avec cet objectif en fait pour l'Europe de devenir le premier continent vert en 2050. Mais après, qui a introduit cette notion de double matérialité, je ne saurais pas te dire. Aujourd'hui, elle est au cœur quand même de la stratégie de déploiement réglementaire au niveau de l'Europe, ce qui est d'ailleurs un peu le bisbille avec l'outre-mer, où eux, ils ne veulent pas inclure cette notion de double matérialité, mais ils veulent rester sur cette simple matérialité. On se demande pourquoi. Donc, c'est vrai que c'est un sujet hyper européen, mais pour former, j'ai bien l'impression que les gens ne comprennent quand même pas c'est quoi cette notion de double matérialité et de se mettre sur ce prisme de comment est-ce qu'on va analyser, évaluer nos impacts. C'est quelque chose qui fait un peu paniquer. Alors, ce dont on peut être fier, c'est que l'Europe tient bon pour l'instant sur cette notion de double matérialité. Ce qui est quand même plutôt, j'ai envie de dire, bon signe. Voilà. Quand tu dis tiens bon, c'est qu'il y a des pressions pour faire marche arrière. Qui peut justifier ce genre de pression? Les entreprises, les lobbies, comme tu disais, hyper fort. Aujourd'hui, il faut savoir, encore une fois, j'aime bien prendre de la hauteur sur la manière dont fonctionnent aujourd'hui les choses. On est nous, les petits individus, comme j'expliquais tout à l'heure, on a l'impression de culpabiliser et d'avoir un poids énorme sur les épaules. Après, il y a ce qu'on disait, les institutions financières, qui ont cette part de responsabilité est bien plus grande et finalement l'impact systémique est beaucoup plus important. Après, il y a les pouvoirs publics.
Et là, les pouvoirs publics, c'est eux finalement qui sont un peu au-dessus de tout. Mais les pouvoirs publics, ils sont pas libres au final. Et ils ont une pression énorme. Et il y a ce jeu de l'ombre qui se joue réellement au sein des institutions avec ces lobbies. Et les lobbies, c'est qui? C'est finalement toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui sur les marchés financiers et qui ont des capitalisations énormes, mais qui tiennent aussi l'économie française ou l'économie des pays relatifs. Moi, je parle de la France parce qu'on est en France. Mais donc, il y a effectivement ce jeu énorme. Et je pourrais citer un exemple qui est très intéressant, notamment sur le sujet de la taxonomie, où il y a eu un très très bel exemple de cette pression lobbyiste au niveau du secteur de l'aviation qui s'est jouée. Au départ, dans la taxonomie européenne, comment ça se passe? C'est qu'on va lister les secteurs qui sont de facto durables, qui peuvent être durables répondant à certains critères d'examen technique. Mais donc, typiquement, par exemple, la production d'énergie fossile n'est pas dans la taxonomie parce que de par nature, même avec des critères techniques, ça ne sera pas durable, ok? Mais l'aviation, on pourrait avoir le même raisonnement. On pourrait très bien dire, de par nature, un avion qui vole émet du CO2 et du méthane, donc il ne peut pas être durable. Mais il y a une pression lobbyiste énorme qui s'est faite du secteur. Et finalement, la taxonomie, on a vu l'aviation. Alors tout le monde va prendre le gaz et nucléaire aussi, hein, c'est le premier exemple phare, évidemment lobbyiste gouvernemental. Mais l'aviation, j'aime bien parce que ça illustre encore plus finalement que Boeing, Airbus, ils se sont mis et puis hop, ils ont réussi à être introduits dans la taxonomie, mais sans aucune justification technique. Aujourd'hui, pour avoir parlé avec beaucoup d'associations professionnelles de la place sur l'aviation, etc., il n'y a aucune justification environnementale, sociale, de la présence de l'aviation dans la taxonomie, mis à part une pression lobbyiste. Donc, quand je dis que aujourd'hui, on peut être quand même un peu fier que la double matérialité soit maintenue en Europe, c'est parce qu'effectivement, il y a une pression des entreprises, il y a une pression aussi d'autres pays pour faire en sorte que tout le monde rentre dans le même moule et se dire non, on veut toujours garder la simple matérialité. Donc, quand même, c'est un point positif qu'il faut souligner. Mais est-ce que nous, et là on verra par la suite, de toute façon on ne peut pas écrire l'histoire, donc on ne peut que la vivre, et c'est de voir comment on arrive à inclure finalement notre dynamique de double matérialité dans un monde qui est quand même économiquement drivé par des flux financiers qui ne sont pas que français ni européens. Et donc, comment on pourra faire face à ça et ne pas tomber dans effectivement la problématique de concurrence déloyale, dans le sens où si vous êtes très exigeant économiquement avec vos entreprises, mais que finalement le produit il se fait dans un autre pays. Et c'est là où tout reprend une complexité dès qu'on revient sur une échelle internationale. Mais ce que je trouve étrange, c'est que ce que tu racontes là, en fait, on n'en entend pas parler. Alors qu'au final, ça serait extrêmement simple de pouvoir le vulgariser et d'expliquer qu'aujourd'hui, il y a ces pressions-là et d'expliquer aussi aux plus jeunes, aux nouvelles générations, que leur avenir est quand même contrôlé par des pressions comme celles que tu nous présentes. Et c'est vrai que c'est difficile d'imaginer l'aviation comme une activité durable, même au-delà du côté carbone. C'est surtout, je pense, l'idée de vouloir se déplacer à l'autre bout du monde tout le temps et d'aller coloniser tous les moindres espaces vitaux qui est délicate. Mais en fait, on n'est pas au courant de ça. Alors que ça semble être quand même, encore une fois, la finance, le levier d'impact numéro 1. Donc, c'est ça qui ressort. C'est vraiment cette incompréhension de pourquoi on ne nous partage pas ces informations-là. On parle de formation, on parle de réglementation, on parle de choix à faire aussi, parce qu'il y a quand même un choix, même si on a l'impression que ce que l'on peut faire en tant qu'individu est très limité, mais si on ne le fait pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Et toi, au milieu de ça, tu as co-créé les acteurs de la finance responsable, c'est ça? Oui. Comment les acteurs de la finance responsable aujourd'hui, ils contribuent à ce changement? Ce qu'on a essayé de faire justement, c'est de créer une dimension où on a besoin d'un collectif. Parce qu'on a bien vu, à un niveau individuel, on peut faire des actions, mais l'impact va être limité. Ça va être à son niveau. Alors ça peut être très inspirant pour son voisin, etc. C'est hyper cool. Mais si on veut démultiplier les choses, en fait, on se rend bien compte que on se regroupe, on se rassemble. Et c'est le poids du collectif.
C'est, comme on a dit, c'est l'engagement des sommes individuelles qui donnera réalité à une dimension collective. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut se baser aujourd'hui. C'est comme un parti politique, c'est-à-dire on va émettre un plaidoyer, on veut aller ou pas dans ce sens-là, on va voter pour ça. Mais en fait, nous, c'est un peu la manière dont c'est constitué. C'est vrai qu'on affiche une vision, on affiche une volonté, c'est de remettre la finance au service du vivant. Ok, et pour ça, on fait quoi? À notre niveau, tous ensemble, on essaye d'avoir des actions. Et puis après, finalement, remis bout à bout, aujourd'hui, on est 350 dans l'association, ça commence à faire un collectif. Quand je parle, par exemple, de l'exemple de l'aviation tout à l'heure, on a réussi à notre niveau, tout seul, comme on est, à créer une coalition de sociétés de gestion, d'investisseurs qui représentaient la totalité, en fait, de la capitalisation boursière de Boeing et Airbus. Parce que quand on parle de pression lobbyiste, par exemple, on parle de chiffres. Nous, on a une association, on a un compte en banque, il n'y a pas beaucoup de zéros dessus. Ouais, tu fais pas trop peur aux institutions, au niveau de pression, c'est pas terrible. Exactement. Ouais. Mais par contre, si tous ensemble, finalement, on représente une somme qui peut faire un poids avec ces entreprises-là, ça devient intéressant. C'est ce qu'on a essayé de faire justement avec cette coalition au niveau de l'aviation et on a demandé l'exclusion. On a envoyé notre lettre à la Commission européenne. Bon, on n'a pas été écouté, certes. Mais ce qui veut dire qu'à notre niveau, par cette somme d'individus que nous sommes, de professionnels de la finance ou non, on a réussi à créer cette coalition, on a réuni 200 milliards pour pouvoir dire on est contre justement l'aviation dans la taxonomie. On a fait une pétition pour demander l'exclusion des énergies fossiles du label ISR. On a réuni presque 1200 signatures. 1200 signatures au niveau d'un ministère qui a jamais entendu parler d'actions individuelles aujourd'hui, où on a porté la voix finalement d'individus qui s'intéressent au sujet, ça a quand même changé les choses. Parce que c'est souvent effectivement des conversations qui sont entre pros, de la finance, etc. Alors que finalement c'est un sujet qui touche tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on a une carte bancaire et qu'on a un compte en banque, on est concerné. Mais on ne sait pas de quelle manière on est concerné. Et c'est pas parce qu'on va envoyer à titre individuel un email à son banquier en disant oui, BNP c'est pas bien, ils ont encore investi dans ce puits pétrolier, etc. Je suis pas content, donnez-moi des explications, que ça va changer les choses. Par contre, s'ils reçoivent 1000, 2000, 3000, 10 000 emails de cet ordre-là, là par contre ça peut faire la différence. Et c'est en ça finalement que pour moi cette vision elle est importante, c'est-à-dire nous tout seuls, c'est difficile et c'est comment on se met à plusieurs pour avoir de l'impact. Comment est-ce qu'à plusieurs, on a cette vision, on a cette direction et on met ensemble notre énergie en commun pour aller vers cet objectif-là. Donc ça, c'est l'objectif des AFR. Mais je vais me faire l'avocat du diable un petit peu. Qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce qui me protège demain de me dire, en fait, Olivia... elle va organiser ça avec sa vision des choses et puis en fait ça sera peut-être pas du tout une vision bienveillante de la finance et puis je suis juste en train de donner de l'énergie dans une association qui va pas défendre le vivant. Ouais. Tu vois. Ouais. Ça t'est arrivé qu'on te fasse des reproches, qu'on vienne te demander d'un peu plus de justification, ou même qu'on te menace de dire attention là, ce que tu fais pour la finance, ça peut être mal perçu, ça peut mettre à mal ou ça peut amener certaines vérités que les gens n'ont pas forcément envie de dévoiler, des choses comme ça? Écoute, c'est une bonne question. Je ne me suis jamais retrouvée confrontée à ça. Généralement, non, ça m'est pas arrivé. Les gens ne m'ont pas demandé de compte. Je pense qu'on est assez transparent, on communique au sein de l'asso. La seule chose qu'on n'y met pas, tu vois, c'est des KPI très précis. Effectivement, j'ai jamais eu l'ambition de dire en 2025, on sera 1500. Et là où devrais rendre un compte. C'est pas ça. En fait, on s'est fixé comme ambition de rassembler autour de cette volonté, de cet objectif-là. Ensuite, aujourd'hui, je suis le porte-parole, mais on est plusieurs à porter le message. Il n'y a pas que Olivia Blanchard, il y a Simon Lolmed, il y a Kim Nguyen et Yasmine Puto. Voilà. Et finalement, il y a cette communauté de membres ambassadeurs qui portent ce message. On a donné cette vision, mais c'est pas ma vision. C'est une vision générale qui a différents angles et points de vue, qui est portée par différentes personnes. Et c'est ça aussi qui fait la richesse parce que
Ouais, Olivia Blanchard, en fait, elle sait pas. Et en fait, je pense que j'ai aucune idée de la manière dont on va y arriver, parce que je suis pas devin. Et donc, ça se co-construit pour moi. Et c'est en ça que c'est important, justement, le côté collectif et associatif. Donc, il n'y a rien de déterminé, il n'y a rien de dogmatique, il y a juste cet objectif-là. Et à l'intérieur, on construit tous ensemble. Donc, c'est pour ça que je pense que je me suis jamais retrouvée dans cette situation de devoir rendre des comptes, parce que j'ai jamais pris une décision seule. Et puis, est-ce qu'on va y arriver? Franchement, j'en ai aucune idée. Moi, la seule chose qui compte, c'est qu'on se lève le matin et qu'on se dise qu'on fait de son mieux pour y arriver. Et je pense que c'est déjà le principal. Et pas non plus de vivre avec cette pression totale absolue, sinon je ne me laverai plus en fait. Donc, parce que je pense que l'objectif est énorme et hyper ambitieux. Et peut-être que c'est même pas ma génération qui va y arriver, c'est peut-être celle d'après. Mais j'y pense pas, je me dis juste à aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je peux faire pour y contribuer un petit peu? Et c'est un peu les pas de fourmis, quoi. Et voilà. Ou comme le colibri, on fait sa part et on voit. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment dans cette dimension-là. Et ça me va. Parce que sinon, je pense que même pour moi, ça serait trop lourd à porter. C'est quoi les difficultés pour une association qui souhaite faire la promotion de la finance responsable aujourd'hui? Qu'est-ce que tu imagines demain comme difficulté ou déjà comme aujourd'hui comme difficulté qui peuvent t'empêcher d'atteindre ton objectif? Je vais te dire le mot radical. Aujourd'hui, je suis persuadée, quand même, que si on veut une finance au service du vivant, à un moment ou à un autre, il va falloir être radical quant à nos modèles économiques, quant à notre façon de penser, à notre façon de vivre. Et ça, c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, le monde, il n'est pas encore prêt, l'humain n'est pas encore prêt. On en parlait tout à l'heure, hein, si tu regardes juste à un niveau individuel, quelle est la radicalité qu'on met dans notre façon de vivre? Même moi, j'en suis loin. Et donc, comment déjà nous-mêmes, à notre niveau, sur des choses, on peut réussir à se dire ouais, j'ai du mal à être radical. Alors, imagine emmener une radicalité sur un changement de paradigme qui tient une société aujourd'hui. Donc, pour moi, le frein, il est là, en fait. C'est comment, quand est-ce qu'on sera prêt à épouser ce mot de radicalité, de changement de paradigme dans le milieu financier? On parle de profit. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à renoncer à ce profit pour juste finalement vivre de manière non profitable ou d'y mettre un profit qui soit raisonnable? Aujourd'hui, j'en discutais il n'y a pas très longtemps, on est pris dans un mécanisme qui est compliqué dans le sens où vous avez des sociétés de gestion qui doivent produire des produits, créer des produits financiers qui doivent émettre une certaine rentabilité. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des investisseurs institutionnels tels que des assureurs qui ont créé des modèles économiques qui ne tiennent que par les intérêts qu'elles vont percevoir de leurs produits financiers. Donc, ils ont besoin d'un rendement de 8%. Parce que sur ces 8%, ils ont calculé le montant des retraites qu'ils allaient verser dans 20 ans à ces personnes, à ces souscripteurs. Et là, on se dit, waouh, en fait, on est bloqué. Donc c'est ça pour moi aujourd'hui que je vois comme le plus gros frein en fait pour être vraiment dans cette dimension utopique d'une finance au service du vivant, c'est comment je coupe avec tous ces schémas là qui sont toxiques et où on met le grain ou voilà pour que ça change la machine. Mais c'est ça pour moi aujourd'hui qui est le plus compliqué à mettre en place. Donc c'est de trouver dans la chaîne de valeur le métier qui sera peut-être prêt à changer en premier, celui qui va vouloir bien switcher sur cette radicalité. Voilà. On a l'impression que quand tu parles justement de changement radical, si c'est pas le plus gros de la place qui lance le changement, en fait ça va être des coups d'épée dans l'eau parce que le système est fait de manière à absorber tous les changements qui pourraient prendre du temps et on ressort de là, il n'y a pas eu tant de changements que ça, et c'est un petit peu la difficulté. En tout cas, toi aujourd'hui, tu parles de comment on pourrait préparer le changement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire nous au quotidien pour commencer à se dire ça va changer, partant du principe qu'on va peut-être aussi pas avoir le temps de changer, que ça va s'imposer à nous. Nous, on parle en France,
On est plutôt protégé aujourd'hui. Il y a des pays pas si loin du nôtre qui n'ont pas eu le choix, qui sont levés un matin et le changement est là, hein, donc je suis obligé de le vivre. Et malgré ça, en fait, malgré toutes ces expériences qui sont vécues par nos voisins, on n'a pas encore cette capacité à sortir du confort. On va dire le mot, c'est notre confort, on est bien empâté, on est bien agréable. On parlait de Netflix tout à l'heure. C'est pas grave, la fin du monde. J'ai Netflix pour 10 balles par mois, je peux commander sur Uber Eats un petit burger. Enfin, tu vois, je l'attends au chaud sous mon plaid, mais c'est même pas drôle, quoi, au final, mais c'est vraiment le truc qu'on nous prépare. Donc il faudrait qu'on trouve des actions pour commencer à préparer les gens au changement. En tout cas, leur dire, le changement, c'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi des nouvelles histoires, des nouveaux récits, et vous allez voir, c'est bien mieux. On aura moins de problèmes de santé. Aujourd'hui, il faut voir aussi que les causes de mortalité, c'est souvent des maladies, et pas les plus jolies. Vous aurez moins de problèmes de santé, vous aurez peut-être moins de stress, plus d'envie de vous promener dehors, etc. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la finance, malgré tout. La finance n'est pas là que pour gagner beaucoup d'argent ou faire du profit, elle est là aussi pour préparer à ce changement. Ouais. C'est justement, je reviens tout à l'heure, j'avais cité Cyril Dion, la vision des nouveaux récits. C'est comment vraiment on imagine, on dessine ce monde de demain et on arrive à se projeter. Il y a un exercice hyper bien, la visualisation. C'est aujourd'hui comment collectivement on pourrait visualiser le monde de demain dans lequel on aurait envie d'évoluer. Quels seraient les indicateurs? Tu vois, on parle des villes de demain, on parle de l'agriculture de demain, de la nourriture de demain, etc. Mais est-ce que finalement on a réussi à construire cette vision collective? Je pense qu'on n'y est pas encore. Et il y a encore beaucoup plus ces peurs qui deviennent des freins qu'autre chose. Est-ce qu'on est prêt? Je pense pas. Est-ce que la vie se chargera pour nous rendre prêts? Je pense plus. L'association fait partie du parcours les conventions des entreprises pour le climat, spécial finance. Et on a eu une conférence hyper intéressante d'une femme qui est rédacteur au GIEC, qui a commencé sa conférence par une... Tu peux nous dire son nom juste? Alors, c'est Yamina, et je me souviens plus de son nom. Ça fera un peu de recherche pour ceux qui écoutent. Okay. On pourra le partager dans les notes. Allez. Et donc, en fait, elle a commencé sa conférence par un chiffre hyper intéressant, moi je suis quand même bien au courant, mais là, ça m'a rajouté une couche. Elle dit, pour tous les enfants qui sont nés en 2019, mon fils est né en 2019, il faut savoir qu'aujourd'hui, la probabilité pour qu'ils arrivent à vivre jusqu'à 70 ans est très, 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 très faible. Elle fait, Eh oui, parce que là, en fait, la vision du monde qu'on nous donne de demain, c'est que nos enfants actuels ne vont même pas vivre jusqu'à 70 ans. Et qu'aujourd'hui, c'est un luxe de pouvoir imaginer qu'on va atteindre l'âge de 70 ans. Quand on entend ça, on prend une sacrée claque. Et là, on fait OK. Et parfois, j'ai l'impression qu'on arrive plus à partager une vision collective très pessimiste, hyper noire. On parle, en fait, énormément de toutes les catastrophes auxquelles on va faire face. On voit que des films de catastrophes même. C'est ce qui marche. C'est ce qui vend. Ouais. Au niveau de la presse, ça ne nous intéresse pas de savoir que Jean-Michel et Denise, tout va bien dans leur vie. On veut les faits divers, on veut ce genre de choses. Mais tu vois la vision collective qu'on est en train de construire. Et le monde, en fait, c'est comme si quelque part on nous formatait pour nous projeter déjà dans un monde en chaos. Mais on ne nous projette pas dans un monde qui aurait réussi à faire sa transition, qui aurait réussi dès maintenant à changer, à prendre les choses en main et du coup à avoir un monde meilleur. Toutes les projections que tu as, tout ce que tu entends, c'est fini. On parle plus des 1,5 degrés, on parle des 2 degrés. Alors que je rappelle que l'accord de Paris, c'est 1,5, c'est pas 2. Même les ONG se sont appelées 2DY, 2 Degree Investing. Tout le monde s'est déjà résigné aux 2 degrés. C'est hyper flippant. Non, en fait, voilà. Donc, on avait déjà tout programmé sur un monde où, non, on a déjà les 2 degrés. Ouais, les gars, c'est 1,5, quoi. Ah, d'accord, donc ça, on a oublié. On oublie. Ah. Et donc, tu vois un peu dans quel état psychologique on met notre société.
Donc ça, moi, parfois je me dis, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt se motiver tous ensemble à dire qu'on peut encore y arriver, que dès maintenant, et on a cette vision positive des choses, et non pas catastrophique. Moi, perso, ça me ferait vachement bien. Parce que on parle d'éco-anxiété, on parle de toutes ces problématiques-là, mais si seulement on se projetait sur du positif, comme quoi on a réussi à le faire, bah, peut-être que ça changerait les choses. Ce que tu dis sur les récits positifs, c'est ce que partageait Eric Blin sur le premier épisode, de dire, mais en fait, on voit beaucoup de pessimisme dans ce qui va se passer et on voit pas toutes les belles opportunités qu'on a parce qu'on nous donne quand même l'opportunité de sauver le vivant, quoi. On peut faire des choses magnifiques et reconstruire des choses magnifiques. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui est ancré. On a beaucoup plus de facilité à imaginer le pire plutôt qu'à être positive et imaginer que y a des belles choses qui vont arriver. Alors nous, on croit plus au fait qu'il y a un super-héros qui va descendre et qui va nous sauver. On sait que c'est nous, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, faut qu'on arrive peut-être à sortir de cet état végétatif qui est bien alimenté par le système actuel et se rendre compte qu'en fait on a plein de belles choses et que c'est beaucoup plus sympa aujourd'hui de sortir dehors, de se promener dans la rue, d'aller parler avec des gens que d'échanger sur les réseaux sociaux en regardant un tas de séries sur un tas de plateformes. Tout à fait. On partage l'avis d'Olivia Blanchard là-dessus. Tu parlais un petit peu plus au début et je reviens dessus. L'argent, c'est pas le problème, c'est un outil. Quand même, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors, je vais même faire une question un peu plus précise. C'est pas tant l'argent, c'est qu'aujourd'hui, il faut gagner de l'argent et on a l'impression que la priorité, c'est la rentabilité financière. Est-ce que c'est pas déjà, aujourd'hui, problématique d'aborder une performance financière alors qu'on sait même pas si dans 20 ans, on sera encore là? Entièrement d'accord. Mais encore une fois, c'est pas l'argent le souci. C'est quel est ton rapport à l'argent? C'est-à-dire en tant qu'individu. On revient à une notion, parce que j'aime bien toujours repositionner l'humain quand même, parce que tout ce dont on parle, à chaque fois, c'est des croyances que l'homme a créées, c'est des systèmes que l'homme a créés. Donc quand on parle de rentabilité financière, c'est un homme, une femme, qui veut une rentabilité financière. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne a-t-elle besoin d'aller vers ce processus de rentabilité financière? Pourquoi est-ce que l'individu, il est drivé par « je veux toujours gagner plus ». Je veux toujours gagner plus d'argent. Je veux toujours m'enrichir. Je veux être super riche. Et je vais être super riche parce que j'aurai investi dans un projet qui aura cartonné et qui me rapportera beaucoup d'argent. Mais là, pour moi, encore une fois, on revient à un niveau individuel. Pourquoi cette personne, quel est son rapport à l'argent? Pourquoi a-t-elle besoin de s'inscrire dans cette croyance de rentabilité? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de s'inscrire dans toujours gagner plus d'argent? Et donc pour moi, on rentre dans une autre dimension finalement que dire juste cette notion, ouais, c'est mauvais la rentabilité financière, c'est pas juste comme concept. Il faut aller comprendre et gratter pour moi. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ce concept de rentabilité financière? Parce qu'il n'existerait pas si personne n'en avait besoin. Donc c'est l'humain derrière qui l'a créé pour répondre à un besoin à lui. Et c'est ça qu'il faut s'interroger pour moi. Oui, donc on va plus loin que c'est bien ou c'est pas bien. Ouais. On va comprendre aussi qu'est-ce qui peut faire peur à quelqu'un s'il n'y a pas ce côté rentabilité financière. Et là, on sort du cadre de la finance, on revient à une sorte d'analyse un peu du comportement humain, sociologie. Exactement. Le fait qu'on ait perdu un petit peu de notre nature aujourd'hui et qu'on soit capable de remettre au cœur du débat le rapport au vivant, comme tu le disais, peut-être se rappeler que c'est peut-être plus intéressant de respirer de l'air pur demain que d'avoir un PEL au plafond. Voilà. Ok, très clair. Je reviens un peu sur les AFR. Aujourd'hui, les AFR, tu disais, c'est 350 adhérents, c'est des actions de lobbying, c'est des actions de formation également. Il y a une partie sur les AFR qui semble importante aujourd'hui à explorer, c'est dans le cadre de la réorganisation des flux financiers, tu as d'un côté les épargnants, et on voit les sondages aujourd'hui, quasiment tout le monde souhaite que son épargne soit utilisée pour des projets solidaires, et de l'autre côté on a les banques, et tu pourras nous le confirmer, mais on a l'impression que les conseillers bancaires, ils pipent rien là-dessus. Ils
ils sont pas au courant, quoi. C'est-à-dire, oui, bah, il y a green dans le nom de mon fonds, ça doit être responsable, non? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a ce vide à ce point-là, alors que on a ce qu'il faut, quoi? Ouais. C'est effectivement un mystère. Non, mais c'est vrai que tous les ans, il y a une enquête qui est produite, qui apparaît en septembre, qui va mesurer justement le pourcentage de conseillers bancaires qui vont conseiller un produit ISR à ses clients. On est passé de 8 à 14%. Pas mal. Là, c'est chiffre 2023 ? Ouais, 2023. Et c'est qui nous donne les chiffres? C'est le FIR IFOP. Ok, donc en 2023, ouais, 14% des conseillers bancaires ont proposé un produit. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont mis en place. Non, proposé. Ils ont proposé. Et tu serais capable de dire ce qu'ils appellent proposer un produit responsable? Parce que si c'est un fonds dans lequel il y a marqué Green Impact, est-ce qu'on peut vraiment être certain que c'est du responsable? En fait, je pense que déjà, on pourrait juste se fier sur labellisé. Voilà. Oui, donc en fait, la réalité, c'est qu'on est, on est en dessous. Ouais. Mais bon, on va être sur une démarche sympathique. C'est ça. C'est pas de progression. C'est pas l'objectif de taper sur les conseillers bancaires, loin de là. C'est plutôt de les aider. Donc, on passe de 8 à 14%. Donc, on se dit, c'est bien les gars, continuez. On continue. Pour autant, c'est pas suffisant. Exactement. Et donc, tu allais nous expliquer comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ait quand même ce décalage énorme. Effectivement. Alors, il y a deux choses. Premièrement, il y a effectivement une problématique de formation, de compréhension. On en parle depuis une heure. C'est quand même complexe parce que c'est un monde dans un monde. La finance durable, c'est un monde dans le monde de la finance. Et donc, il faut s'approprier des nouvelles notions, des nouvelles terminologies, etc. C'est complexe. Donc, demander à chaque conseiller d'appréhender de manière structurée, correcte, toute cette histoire de la finance durable, je comprends, c'est compliqué. Donc, il y a déjà cette dimension où il faut être motivé pour relever les manches et se mettre dans le monde de cette finance durable. Donc, il faut être hyper convaincu. Hyper convaincu, mais c'est des gens qui travaillent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'incentive positive à proposer un produit financier durable ou pas. Vous êtes payé de la même manière. Après, je n'ai pas la vérité, dans le sens, je ne sais même pas s'il ne serait pas plus payé pour promouvoir certains produits que d'autres. Voilà. Mais ça, je ne peux pas l'affirmer parce que je ne vais pas dire c'est une vérité absolue, c'est ça. C'est une supposition. Donc voilà. Donc, pourquoi est-ce que la personne, ça demande des efforts, ça demande de l'implication personnelle pour monter en compétence et en connaissance sur ces sujets? Pourquoi le ferait-elle dans le cadre de son travail si derrière elle n'y voit pas forcément un avantage rémunérateur? Premier point. Ensuite, il y a aussi la problématique qu'il n'y a peut-être pas forcément assez de produits financiers durables à proposer. Et ça, c'est le point. Aujourd'hui, vous avez des épargnants qui ont des objectifs d'investissement ou des thèses d'investissement parfois assez précises. Finalement, quand on va parler à un épargnant, il va dire « mais oui, évidemment, pour moi, c'est hyper important, etc. » Mais tout de suite, on va rentrer dans des thématiques. Il y en a, ils vont être plus sensibles à l'agriculture, à l'eau, aux animaux, aux forêts, etc. Mais il n'y a pas de produit financier qui répond exactement à chacune des problématiques ou des valeurs de cœur d'un épargnant. Et donc là, il y a un sujet. Et même, je me souviens d'avoir eu une conversation avec le dirigeant d'une société de gestion qui un jour me disait « mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, les gens ne comprennent pas la finance ?» Et je dis, c'est assez simple. Quand on regarde le nom d'un produit financier, déjà, on ne comprend pas son nom. On l'a dit tout à l'heure, il y a le mot green dedans, etc. Mais quand on va voir à l'intérieur, il y a plein d'entreprises, de trucs, de machins. Aujourd'hui, on voit des produits financiers à thématique apparaître. Par exemple, la thématique la plus courante, c'est l'eau. Thématique eau. OK. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est pour durable. D'accord? Typiquement, il y a eu le Cash Investigation avec BNP qui est ressorti dedans sur un fonds thématique eau. Et il y avait Umicore dedans, Umicore qui ont quand même pollué une grande partie des Cévennes. C'est un peu dommage. Mais ils sont dans la thématique eau de ce fonds BNP. Bref. Donc, encore une fois, c'est tout et son contraire. C'est plein de choses, c'est complexe. Donc, pour un conseiller, c'est énormément d'informations. Mais on peut se dire, oui, mais là-haut, ils appartiennent à une structure. Il y a bien une obligation de former, sensibiliser. Et ça devient un mystère. Franchement, je n'ai pas la réponse. Donc, je me suis rapprochée d'autres associations, typiquement, par exemple, le FIR, le Forum pour l'investissement responsable,
Et on s'était dit, pourquoi pas demander, typiquement, à ce que dans chaque agence, il y ait au moins un référent finance durable. C'est-à-dire ne peut-être pas former tous les collaborateurs, mais peut-être d'en avoir un seul qui serait référent sur cette thématique. Que donc, quand il y a un épargnant qui veut vraiment donner cette coloration à son patrimoine, qu'il aille du coup vers ce conseiller en particulier. Mais ça dépend encore. C'est les prochains travaux sur ce sujet. On a un peu de temps. Ouais, voilà. Mais effectivement, nous, aujourd'hui, après 4 ans d'existence au sein de l'association, on a vraiment remarqué que si on analyse toute une chaîne de valeur aujourd'hui des différents métiers de la finance, celui de conseiller est central. Alors c'est pour ça qu'il y a, nous dans l'association, on parle des conseillers bancaires, certes, mais il y a tous ces conseillers financiers indépendants, les CIF, CGP, je sais pas comment on les appelle, gestionnaires de patrimoine. Finalement, ils font partie c'est un maillon sur toute cette chaîne, mais c'est un maillon assez stratégique. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ils parlent effectivement à des épargnants. Je rappelle, quand même, un ordre de grandeur énorme, c'est que l'épargne en France, c'est 600 milliards. Attends, non, c'est 6 000 milliards. Voilà, 6 000 milliards d'euros. C'est la plus grosse source financière aujourd'hui. C'est énorme en termes de pouvoir. Si tu prenais toute cette épargne et que tu voulais d'un seul coup la réfléchir vers des investissements durables, c'est bon, enfin, tu vois, on aurait réglé le problème, quoi. Une stat là-dessus, je te laisserai continuer, avait expliqué que si on réorientait ne serait-ce que 1,5% de cette somme-là, on mettrait sur la table 2 fois plus que le plus gros plan climat ou plus gros plan relance qui a été fait suite Covid en France. Voilà, tu as tout dit. Donc, les épargnants, c'est énorme stratégiquement à sensibiliser justement sur ces enjeux de redirection de flux financiers. Et puis d'un autre côté, il y a une sphère qui est celle des créateurs de produits financiers. Eux, aujourd'hui, ils ont toujours créé des produits financiers basés sur leur seul objectif, c'est de vendre ces produits. Et c'est finalement que ça se retrouve dans des assurances-vie, sur des plans d'épargne, retraite, etc., où des épargnants vont investir chez eux. Et aujourd'hui, c'est 2 sphères qui ne communiquent pas. Et au milieu, il y a qui ? Il y a ces conseillers bancaires ou indépendants qui, justement, sont là, 1, pour sensibiliser l'épargnant sur son pouvoir, et 2, pour remonter à des producteurs financiers que ça change, en fait. Et eux, ils ont des encours. Ils ont cette possibilité de dire, moi, j'ai 500 clients qui représentent tant, qui sont intéressés par un produit financier qui répondrait à tel enjeu. Voilà. Donc, eux, ils sont stratégiques, ils sont au milieu. Et eux, ils ont un vrai pouvoir, finalement, de faire communiquer 2 sphères qui sont très importantes aujourd'hui dans la mécanique. Mais malheureusement, parfois, ils n'ont pas conscience qu'ils sont ce maillon hyper important de la chaîne. Et c'est nous, justement, au sein de l'association, et tout un groupe, justement, de conseillers indépendants qui essayent de s'emparer de sujet et de dire hey, les gars, on a du pouvoir, on peut faire changer les choses à notre niveau. Et vraiment, il y a un champ des possibles qui est énorme au niveau de ce métier. Mais ils n'en ont pas conscience. Donc là, en fait, ce que tu dis, c'est que si aujourd'hui, on avait des conseillers bancaires, des conseillers en gestion de patrimoine qui étaient formés aux enjeux de la finance durable, donc si à un moment donné, on se dit la finance durable, c'est quand même un enjeu vital, vu que c'est là pour financer les besoins de demain, on pourrait régler une grosse partie du problème parce qu'on pourrait justement répondre en plus aux besoins des épargnants. J'ai 2 questions là-dessus. Est-ce que toi, en tant que spécialiste sur le côté réglementation, tu vois commencer à apparaître des signaux qui disent « Ouais les gars, il faut aller dans ce sens-là » Et si c'est le cas, est-ce que c'est sérieux ou est-ce qu'on est encore sur des horizons 2050, 2080 où de toute façon, ça ne sera pas tenu parce qu'on ne sait pas où on sera dans 25 ans? Sur le point de vue réglementaire, oui, effectivement, ça va dans le bon sens. Il y a des obligations qui demandent aujourd'hui, si tu veux, à ce que on te demande, en tant qu'épargnant ou simple détenteur de compte, etc., de parler de tes préférences en matière de durabilité. Mais là, rien que j'ai dit ce mot-là, c'est bon, j'ai perdu tout le monde, quoi. Parce que, en fait, il faut imaginer qu'aujourd'hui, ce que va demander la réglementation pour introduire ce sujet-là rentre quand même dans une certaine technicité. On te parle de taxonomie, on te parle de PAI, on te parle de je sais plus quoi d'autre. Enfin bref, il y a 3 questions qui sont principales.
Et en fait, on te les pose, mais est-ce que tu les comprends vraiment? On en parlait tout à l'heure, tu me disais l'ESG, déjà, il faut être connu plus, et il faut comprendre le métier. Là, quand on parle d'épargne, on parle de tout le monde. Donc moi, je me mets toujours avec ma mère, j'adore ma mère, hein, c'est pas la question. Mais moi, je parle de taxonomie, je parle de PAI, d'alignement, etc. Elle n'y comprend rien, en fait. Donc oui, la réglementation, elle veut aller dans le bon sens, mais de manière théorique. Mais dès qu'on est dans le pragmatique, dans le concret, l'opérationnel, on se rend compte que c'est hyper compliqué. Donc, j'ai pas la solution, hein. Je sais pas comment on pourrait faire. C'est, je pense, un bon signal, mais tous les retours terrain que j'en ai, c'est catastrophique en fait. On a l'impression que ça dessert plus que ça ne sert, parce que c'est une complexité. Parce que derrière, comme on disait tout à l'heure, il faut faire correspondre ça avec de l'existant, des produits financiers existants. Mais toute la finance, elle a été construite à l'inverse de cette notion de durabilité. Donc aujourd'hui, en fait, on essaye de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Donc c'est un peu trop bizarre. Donc on essaye tant bien que mal, mais on vient colmater des brèches, on essaye de faire correspondre des trucs qui correspondent pas. C'est compliqué. C'est pas un peu volontaire si vraiment on veut, encore une fois, aller au bout des choses? On a l'impression que des fois c'est volontaire de rendre tout ça compliqué. On a l'impression qu'on organise un peu quelque chose qui est très simple. Parce que on peut l'expliquer à un enfant de 5 ans, ce qu'est la finance. Voilà. Il y a des besoins, bah, il faut des ressources. Voilà. T'as un rond, t'as un carré, tu veux rentrer dans le carré, il te faut un carré, c'est tout. Le rond, ça fonctionne pas. Donc ton besoin, c'est de protéger la vie. Bon, bah, c'est peut-être pas un investissement sur le pétrole qu'il te faut, c'est peut-être autre chose. Voilà. Je vulgarise énormément. Mais moi, j'ai souvent le sentiment que j'ai l'impression qu'on cherche énormément à complexifier tout ça et on n'est pas rentré dans le détail de la réglementation européenne, les CSRD, les SFDR, les 2025, 2026, etc. Alors qu'en fait, ça pourrait être super simple. Ça serait du bon sens. Ouais, est-ce que ça serait pas... Enfin, je pense que tu diras oui, mais en fait, c'est vraiment le message qu'on envoie aujourd'hui. C'est que, encore une fois, c'est l'épargnant qui, à un moment donné, doit prendre ce bon sens. Eric, dans le premier épisode, je rebondis là-dessus parce qu'il est aussi dans le monde de la finance, parlait du bon sens paysan. Ouais. C'est-à-dire, voilà, nous, aujourd'hui, on a de très bonnes performances financières, malgré tout, parce qu'on a un bon sens dans le choix. Donc, en fait, le message, c'est de dire aux épargnants, bah, du bon sens, quoi. Ouais. Du bon sens. Si vous comprenez pas, n'y allez pas. Si vous comprenez, allez-y en fonction de votre sensibilité à ce dont on vous parle. Mais il faut éviter d'avoir trop de complexité là-dedans. Ce qui n'est pas simple n'est peut-être pas durable. Moi, je vois encore la chose... Pour moi, quand on est déjà à ce niveau-là, on est déjà à un autre niveau où les gens, ils ont déjà compris qu'ils avaient le pouvoir avec ça. Pour moi, on est encore en France au stade où l'épargnant ne sait même pas du tout qu'il a ce pouvoir-là avec son argent. La plupart de l'épargne, elle reste sur un compte courant, elle va sur un livret A, elle va sur un LDDS. Et finalement, cette strate encore au-dessus qui va se poser la question de se dire « Tiens, je vais pouvoir investir dans une assurance vie », bah, déjà, on est sur une autre classe de personnes, tu vois. Et oui, l'assurance vie, demander à quelqu'un qu'il a la possibilité d'aller challenger l'assurance vie qui lui est proposée automatiquement par sa banque, waouh, tu vois déjà le niveau d'intellectualisation de la chose. C'est hyper compliqué pour moi d'éduquer, de sensibiliser, mais c'est vraiment là, en fait, pour moi, le vrai sujet, c'est tout l'enjeu. C'est que même avec ton argent sur ton compte, bah, tu as un pouvoir, mais ça, les gens, ils le réalisent pas. Ce que j'aime bien, moi, dans le milieu financier, c'est ce qui a aidé à reconnecter un peu avec ce bon sens, c'est le financement participatif, où finalement, c'est rendu accessible à des personnes qui ont envie d'aller se renseigner sur des projets de bon sens. Ça va, tiens, l'agriculture, ça me parle, je veux voir Mimosa.
Je vais voir faire envie. Ah, ok, ça a l'air, ok, ça me parle. C'est des sujets qui paraissent concrets, etc. Et il y a plein de petites plateformes comme ça. Et je trouve que c'est un premier pas déjà pour renouer avec quelque chose. Alors après, en tant que bien sûr conseiller en investissement, financier, on dit oui, mais attention, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Le financement participatif, c'est risqué, etc., etc. Et en fait, là, on retombe sur un autre truc, le risque. Pas plus risqué que d'avoir la fin de notre civilisation dans une vingtaine d'années. Parce que tu as souscrit à ce produit très liquide dans ton PEA et que tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, etc. On est d'accord. Mais tu vois un peu tout culturellement à chaque fois ce qu'il faut déconstruire. Et en fait, on en est là. Moi, si je dois m'écouter, finalement, ouais, j'ai envie juste d'investir dans des projets qui me paraissent de bon sens perso. Mais c'est dans la catégorie financière de financement participatif. Et après, quand tu veux passer à la case au-dessus, quand tu es un investisseur qui peut investir dans des fonds, bah, du coup, tu passes quand même à une autre strate intellectuelle qui est différente. Et après, les gens, il faut qu'ils aient le temps d'aller se renseigner ce qu'il y a dans ce fonds, de comprendre, etc. Waouh. Le financement participatif, est-ce que c'est pas aussi de mettre fin à un problème dans la finance qui est la surintermédiation, l'opacité? Et du coup, ce que tu amènes aujourd'hui comme réflexion, c'est que si on veut avoir de l'impact, c'est beaucoup plus simple quand on met son argent directement dans les entreprises. On parle de non-coté, on parle de financement participatif. Ça n'a pas forcément la cote aujourd'hui, ou alors c'est même pas connu de la part des épargnants. Toi, tu saurais nous dire pourquoi, et selon toi, est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui va nous permettre de réorienter sérieusement les flux financiers vers des projets plus durables et responsables? En fait, il y a deux choses. Si tu veux, tu as l'univers du côté par opposition. L'univers du côté, ce que tout le monde connaît, c'est la bourse. Donc, tu paries sur telle et telle entreprise, etc. Mais c'est là aussi où il y a le plus de flux monétaires. C'est là où finalement se jouent les gros games. Quand on parle depuis tout à l'heure de fonds ISR, de label ISR, en fait, on ne parle que finalement de cet univers d'investissement qui sont les sociétés cotées sur les marchés financiers où tu peux acheter et vendre les actions en bourse. Effectivement, on n'a absolument pas parlé de tout le reste. Et donc, ici, tu as une position où tu pourrais très bien te dire, quand je participe à cet univers d'investissement et je décide d'investir dans des sociétés qui sont cotées, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'investis majoritairement dans des sociétés qui contribuent de manière significative aux problèmes de société. Ok ? Et tu peux te positionner en disant ok, mais finalement, elle me rapporte de l'argent. Ou finalement, je peux me décider à être actionnaire de ces sociétés et peut-être de voter pour qu'elles changent. Et donc peut-être que mon argent pourrait servir à leur changement. Ça, c'est pour se donner bonne conscience. Parce que dans les faits, c'est le cas. C'est là où on revient après à une autre dimension de l'engagement actionnarial. Mais bon, je pense qu'on n'a pas 3 heures non plus de podcast. Donc, là, effectivement, l'impact pour le changement, il est assez limité. Parce que pour déposer une résolution et avoir un engagement de vote significatif, il faut en détenir un paquet d'actions. Okay ? Donc là, ici, généralement, on va investir dans ces entreprises-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un minimum de rentabilité, de performance. Et surtout, il y a de la liquidité. C'est moins risqué. On peut facilement vendre ses actions, s'en débarrasser, blablabla, etc. Donc, c'est pour ça que c'est le plus connu. On y a accès facilement à travers sa banque, via les PEA. On peut le faire tout seul, sur Boursorama ou n'importe quoi. Enfin bref. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est ce dont on parle le plus. Et la théorie dit que si on arrive à changer un total, c'est énorme, en fait, l'impact qu'on pourrait avoir de changer un total. Et Total, c'est les premiers investisseurs dans les énergies renouvelables. Attention. Donc, en montant, mais pas en pourcentage, hein, c'est ça. Ouais, donc c'est toujours pareil. Un pourcentage relatif à leur chiffre d'affaires. On peut montrer le message qu'on veut. Exactement. Mais il y a cette donnée-là quand même. Donc il y a cette donnée-là. Et après, effectivement, il y a tout l'univers du non-coté, du private equity, du financement participatif. Où finalement, là, c'est beaucoup plus risqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut bénéficier de connaissances financières
pour se dire que c'est un investissement qui ne va pas se casser la figure. Si je prends en parallèle un exemple très concret, c'est tout ce qui va être lié aux cryptos, où on va se dire « Ouais, les cryptos, j'y connais rien, mais je peux quand même investir. » Mais le nombre d'arnaques, de trucs de gens qui sont retrouvés ruinés à cause de ça, et bien finalement, ça pourrait être un peu similaire dans le private equity et le financement participatif. Parce que vous n'avez pas de garantie, en fait, en soi, que le projet dans lequel vous investissez, il va fonctionner et qu'il sera toujours là dans 10 ans. C'est en ça que c'est risqué. Et c'est en ça où finalement, c'est moins connu et les gens, ils ont plus peur parce qu'il y a vraiment cette dimension c'est pas un L'Oréal, c'est pas un Total qui constitue la culture française et qui sont des entreprises qui existent depuis des décennies et qui font des projections encore sur des décennies. Et donc, il y a cette dimension, encore une fois, aussi un peu psychologique. Donc, voilà. Mais alors, on veut que ça change, mais on va continuer de financer les mêmes entreprises. Les mêmes entreprises qui nous ont amenés là où on en est aujourd'hui aussi. Donc, bon, c'est un peu le serpent qui se prend à la queue, on va pas y arriver. Donc, j'entends qu'il y a plus de risques d'un point de vue financier, mais il y a moins de risques au niveau de la performance environnementale et sociale. On a une meilleure compréhension des enjeux, on est capable de savoir en fait où va notre argent. Alors, on a le temps de parler de ça. Tu parlais de l'engagement actionnarial. Tu y crois ça? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui achètent des actions de plein d'entreprises en disant « Ouais, mais comme ça, ma voix va compter ». Et c'est un argument pour dire « Ouais, bon, c'est vrai que j'ai acheté des actions d'entreprises qui sont pas terribles. » Comment, moi, aujourd'hui, petit porteur qui va mettre un peu d'argent sur mon PEA ou sur un contrat assuré, comment je peux aller voir Total en disant hey, « Respectez-moi avec mes actions et changez ça et stop ICOP et puis on passe à autre chose ». Ouais, non, ça marche pas comme ça, c'est clair. Non, ça sert à rien. Donc, c'est un levier, l'engagement actionnarial. Ouais. Mais c'est un comment levier. Il faut l'activer? Ouais, mais c'est un levier pas à un niveau individuel. C'est un levier au niveau institution. Donc, typiquement, c'est les investisseurs institutionnels type société de gestion, type assureur, etc., qui, eux, ont agrégé toutes les actions dans leur portefeuille, donc tous les droits de vote des particuliers. Et en fait, la seule chose qu'on peut faire en tant que particulier, encore une fois, c'est où finalement est-ce que j'ai mis mon argent, dans quelle entreprise, est-ce que je partage ses valeurs, est-ce qu'elle va les défendre, mes valeurs, auprès d'un Total, etc. Aujourd'hui, une société de gestion qui va créer un fonds d'investissement, elle a des obligations de publication et de transparence sur ses politiques de vote, sur la manière dont effectivement elle va voter aux assemblées générales des émetteurs dans lesquels elle est investisseur. Et c'est là où on peut avoir une sensibilité à aller regarder si les politiques de vote sont en accord. C'est suivre tous les ans, on voit bien que BNP il vote toujours d'une certaine manière chez Total. Voilà. Et donc c'est ça qu'on peut faire à son niveau, mais c'est tout en fait. C'est eux qui vont décider. Voilà. Moi, en tant que personne physique, je peux aller me renseigner sur les choix faits par les sociétés de gestion. C'est disponible sur le site internet. Donc, je peux décider demain de regarder sur quoi je suis investi et si ces sociétés respectent mes valeurs. Exactement. Donc, on a l'info. On a l'info. Faut la comprendre, mais on a l'info. Ouais, parce il y a que encore ce niveau de besoin de formation. Exactement. Parce qu'on va trouver ça dans les politiques de vote. Et pour les fonds labellisés ISR, typiquement, maintenant, il y a vraiment les pourcentages de vote, etc., qui sont émis. Il y a vraiment aujourd'hui une volonté d'être de plus en plus de transparence. Il y a même une société de gestion que je connais. Je ne sais pas si je vais reciter le nom. Mais, tu peux citer qui tu veux. Il n'y a pas de limite. Triodos, ils ont un outil incroyable sur leur site internet. Tu vois exactement, ils ont la liste déjà de tous les émetteurs et tu vois comment ils ont voté, ce qu'ils ont voté. C'est la seule boîte que je connais qui est aussi transparente sur sa politique de vote. Généralement, sinon, c'est un peu quand même... Sur le papier, ça doit être transparent, mais en vrai, pas si facile que ça à trouver l'information. Et encore une fois, il y a aussi niveau engagement et engagement. C'est pas du tout une notion qui est harmonisée aujourd'hui. Chacun donne sa définition comme il l'entend. Il y en a, ils passent un coup de fil. Ouais, bonjour, ça serait bien de faire un truc sympa une fois il y a 3 ans. Ils vont dire qu'ils ont fait de l'engagement ou du dialogue actionnarial, quoi. Et il y en a qui vont créer des collectifs pour poser en commun des résolutions lors des assemblées générales. Et là, pareil, il y a un mécanisme juridique en France qui peut être compliqué parce qu'il faut faire attention que ce ne soit pas une action de concert qui serait mal vue et qui pourrait être retoquée. Donc, il y a plein de mécanismes juridiques français qui ne valorisent pas l'engagement actionnarial qui soit effectif, quoi. Voilà, efficace. Je viens d'apprendre un truc.
les actions actionnariales de concert, c'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus? C'est interdit en France? Ouais. En fait, il faut faire attention que des actionnaires se regroupent pas de manière trop nombreuse et puissent déposer ensemble en fait des résolutions. Juridiquement, ça pourrait être perçu comme ce qu'on appelle action de concert. Et les administrateurs pourraient très bien demander l'annulation de dépôt de cette résolution sous ce motif juridique. Véridique. Oui, donc déjà, c'est compliqué de réunir assez de monde pour faire bouger les lignes sur une assemblée générale, par exemple. Ouais. Et en plus, quand tu pourrais y arriver, on pourrait te dire, bah écoute, très bien, mais non. Tout à fait. Ça. Ouais. Bon. Il y a un moment, on a parlé de fonds sur l'eau. Oui. Est-ce que ça ne devient pas dangereux d'aller chercher à faire du profit ou gagner de l'argent sur des fonds qui vont être là pour l'eau, pour les ressources primordiales de la planète? Ouais, pas de demande à Veolia. C'est une boîte qui emploie des milliers de personnes parce qu'ils utilisent de l'eau et qu'ils l'utilisent en ressources. C'est absurde. Mais c'est toutes les questions, je pense, qu'on va devoir se poser. Tout à l'heure, j'ai un peu introduit la pyramide de Maslow, mais c'était vraiment cette dimension. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va être prioritaire pour la survie de l'humanité. Et donc, l'air, l'eau, est-ce qu'on va toujours pouvoir continuer à s'enrichir sur ses besoins primaires? Je n'ai pas la réponse. Enfin, si, je l'ai. Mais voilà, je pense qu'il y aura encore besoin d'une certaine maturité. Et donc, aujourd'hui, les fonds thématiques eau, il faudrait plus qu'il y ait une dimension préservation, restauration, dépollution, etc. Mais effectivement, pas à profit. Mais donner un angle, en fait, d'amélioration. C'est l'angle qu'on dit en biodiversité. Voilà, c'est quel est finalement aujourd'hui ce qu'on souhaite y faire. Mais on n'y est pas encore sur ces fonds thématiques. Oh, pas du tout. C'est pas cette dimension-là. Mais ça, c'est le nouveau récit, la vision de demain, tout ça, tout ça. On a envie de croire qu'au-delà du gain financier, juste protéger une ressource comme l'eau, ça paraît beaucoup plus important et urgent que de chercher un énième moyen de faire de la croissance sur ce sujet-là. Bon. Le sujet du podcast, c'est demain. Donc, on a eu plein d'échanges sur comment ça peut évoluer. Alors, on se rend compte que y a beaucoup de besoins de formation. On se rend compte qu'en fait, la finance, c'est un levier extraordinaire, mais frustrant, décevant au vu de ce qu'on en fait aujourd'hui. On se rend compte qu'on est responsable aussi de ça. On a parlé un petit peu des conseillers, des banques. Tu le vois comment, toi, le futur de ces établissements bancaires et des conseillers financiers? Bonne question. Je crois que je me suis jamais posé la question, en fait. Tu vois, j'ai tellement moi-même prise dans un modèle hyper structuré que tu n'arrives pas à imaginer ce que pourrait être un monde sans banque. Alors, il y a un moment donné, on n'a pas rebondi là-dessus, mais tu disais, voilà, pour changer de banque, c'est compliqué parce que recours à l'emprunt. Je te rejoins. Est-ce qu'on pourrait imaginer un monde où il n'y a pas d'emprunt? Ça veut dire pas d'accession à la propriété? Ça veut dire que l'emprunt, il sert à quoi? Il sert à accéder à un bien, généralement immobilier ou un bien de consommation. Enfin, les principaux emprunts, c'est t'achètes une voiture, t'achètes un appart, et puis tu fais crédit conso parce que t'as des trucs. Aujourd'hui, on est plus ou moins là. Ce qui veut dire changer, encore une fois, de paradigme de société, de c'est quoi vivre demain, en fait. L'humain, tu vois, aujourd'hui, on est tous dans cette dimension où j'ai ma maison, j'ai mon terrain, j'ai ma voiture. C'est ma sécurité, mon toit au-dessus de la tête. Exactement. Mais un toit qui a une taille qui dépend de l'emprunt qu'on fait et qui dépend de nos conditions financières aussi. Parce que oui, c'est l'accession à la propriété, mais pour certains, ça va être un 10 mètres carrés, pour d'autres, ça va être un château. Ouais, exactement. Les conseillers financiers, tant que toi, tu les accompagnes aussi sur le côté réglementaire, tu les accompagnes au sein des AFR. Si tu avais un conseil à leur donner sur comment va être demain et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour répondre aux besoins de demain? Se former, se former, se former, se former. Et surtout, ne pas avoir peur
de rentrer dans ce monde qui, a priori, fait peur. Dans le sens où c'est un métier qui est déjà énormément submergé par plein d'obligations réglementaires par ailleurs, par déjà plein de choses. Et finalement, c'est aussi un peu paniquant de se dire ouais, mais je vais rajouter ça, je comprends pas. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait. Il y a vraiment cette dimension où ça prend du temps. Si ça ne vous prend pas aux tripes aujourd'hui, eh ben, finalement, c'est toujours en bas de la liste. Et donc, mais si ça vous prend pas aux tripes, mais c'est en bas de la liste, peut-être qu'on peut imaginer que demain, ça sera obligatoire, ça sera inscrit comme un besoin fondamental et vital sans lequel on ne pourra pas se rémunérer, sur lequel le conseiller ne pourra plus gagner d'argent si, justement, il n'y inclut pas cette dimension-là. Donc, il faut y voir une opportunité d'être à la page pour demain et de continuer à pouvoir exercer son métier en cohérence avec l'évolution de la société. Un conseiller financier qui ne va pas s'accaparer les enjeux de demain, pour toi, c'est une entreprise qui ne va pas rester très longtemps dans le game. Exactement. Okay. Parce que je parie, mais vraiment je parie sur un éveil massif des consciences et sur le fait que plus personne ne voudra vivre comme on a toujours vécu ces dernières années. Et donc il y a une cohérence qui va à un moment s'installer dans toute cette mécanique. Et donc c'est soit on veut intégrer le courant qui est en train de bouger, soit on va être éjecté de par nature si on ne s'est pas mis au courant dès maintenant et qu'on prévoit en fait. C'est comme si aujourd'hui il fallait ressentir, c'est un peu être visionnaire, mais je pense que c'est le monde dans lequel on est quand même en train de s'inscrire. Il y a ceux qui vont manquer de cette vision et qui vont rester collés sur un truc très terre à terre, mais finalement tous ceux qui ont réussi, c'était ces visionnaires. Steve Jobs, c'était un visionnaire parce qu'il a senti que les choses allaient tourner, que ça allait prendre telle ou telle direction. Et finalement, aujourd'hui, je pense que celui qui fera le monde de demain, c'est celui qui sent aujourd'hui la direction que le monde est en train de prendre. Et donc, ça passe par ces métiers-là. Et pour moi, un conseiller, s'il veut continuer à gagner de l'argent et à vivre et à nourrir sa famille ou je ne sais quoi les prochaines années, il est obligé de prendre le train en marche. Sinon, dans 10 ans, ça sera terminé, je pense. Donc même sans conviction de vouloir faire le bien, c'est vrai que l'exemple de Steve Jobs, il peut être un peu polémique parce que oui, il a réussi, mais d'un autre côté, il a créé un empire qui aujourd'hui n'est pas forcément un empire bienveillant, on va dire. Donc même le conseiller qui n'aurait pas des volontés de bienveillance, d'avoir de l'impact positif, il va être obligé de se prendre sur ces sujets-là. Il est peut-être même déjà en retard s'il ne les a pas pris pour survivre. C'est ça. Et toi, ton point de vue sur la réglementation, c'est que ça va continuer, ça va s'accélérer, ça va ralentir, parce qu'à un moment donné, on n'en pourra plus, quoi. On aura des textes et des textes. Je pense que, en fait, je ne mise personnellement absolument pas sur un cadre réglementaire pour créer ce monde de demain. Parce qu'en fait, si je ne me basais que sur ça, franchement, je ne me lèverais pas le matin. Parce que même moi, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est de toujours aborder ces sujets-là via un prisme réglementaire qui est donc une contrainte. Et je pense qu'il faut vraiment dépasser ça. Et oui, il y a une contrainte réglementaire, mais moi, personnellement, je l'oublie même. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, il y a une déclaration d'impôt à faire, etc. Ça fait partie d'un truc, mais c'est pas ça qui va vraiment impulser le changement. Le changement, il doit venir d'une autre dimension, quoi, parce que sinon, en fait, on n'y arrivera pas. Parce que la réglementation, elle est complètement imparfaite. Parce que si on se base que sur la réglementation, il y a toujours 15 000 milliards de moyens de la détourner, de la contourner. Donc, franchement, ça fait combien d'années qu'on essaye de lutter contre le blanchiment d'argent, qu'on a 15 000 lois, réglementations, on a des armées de contrôle, on a des outils, on met l'intelligence artificielle au profit de détection sur ce sujet, mais on n'y arrive toujours pas. Hein. C'est toujours 2% du PIB mondial, quoi. Donc j'espère qu'on va pas juste se baser sur la réglementation pour initier le changement, parce que sinon, en fait, c'est comme le blanchiment, on y sera toujours dans 20 ans, quoi. Donc voilà. Non, pour moi, oui, il y a cette dimension, mais aujourd'hui, voilà, je suis là. Ça s'inscrit dans l'ordre logique des choses, mais c'est pas ça qui va vraiment provoquer le changement de demain. Ça sera un autre paradigme, et pour moi, c'est plus, ça viendra de l'individu lui-même, quoi. Nous, on a le sentiment que la réglementation aujourd'hui est de toute façon en retard.
par rapport à nos besoins, mais plutôt là pour essayer de maintenir un cadre et nous laisser un peu de temps de changer les choses. C'est un peu comme ça qu'on a la représentation de la réglementation. D'un autre côté, comme tu le dis, si on ne change pas les règles du jeu par nous-mêmes, on pourra mettre toutes les réglementations, on va perdre de l'énergie énorme avec la carotte et le bâton, quoi. Voilà. Et on a envie de se dire, mais non, il n'y a pas de carotte dans ce jeu-là, on parle de la survie, en fait. On parle de vivre dans un futur souhaitable, et je pense qu'on a tous envie, demain, de pouvoir se balader en toute liberté, en toute tranquillité, et respirer de l'air pur. Mais on se rend compte que il faut quand même cadrer le truc pour qu'il y ait un minimum de temps qui nous soit laissé, malheureusement. Hein. Je te rejoins là-dessus. On a parlé des conseillers bancaires. Bon, bah, les banques, on va voir comment elles évoluent sur ce sujet-là. Pour terminer, peut-être sur notre discussion d'aujourd'hui, un conseil que tout le monde pourrait appliquer demain dans le monde de la finance. Les épargnants, par exemple, ceux qui nous écoutent. Ouais. Prenez conscience du pouvoir que vous avez avec votre argent. En fait, ça s'applique à tout le monde, des professionnels de la finance comme nous, des épargnants lambda. En fait, chaque citoyen. Pour moi, aujourd'hui, de prendre conscience du pouvoir qu'on a avec son argent, c'est comme un acte de citoyenneté, en fait. Et finalement, pour moi, la dimension que je donne aujourd'hui à la finance responsable, c'est un acte de civisme, c'est-à-dire de prendre conscience finalement que c'est normal. Je vais donner un exemple pour illustre parfaitement. Aujourd'hui, on nous prend la tête, oh, c'est méchant de dire ça, avec les bilans carbone et tout, individuels, de le faire, etc. Ouais, mais aucun ne vient calculer l'empreinte carbone de ton compte bancaire. Donc tu vois, on en est quand même super loin. Donc tu sais que manger de la viande, c'est pas bien. Tu sais que prendre l'avion, tu commences à culpabiliser un peu, genre etc. Mais on n'est pas encore dans ce côté ah mince, j'ai toujours mon argent chez BNP. Oups, moche. Donc voilà. Donc c'est vraiment juste déjà un conseil de demain, c'est prenez conscience du pouvoir que en tant que citoyen, la personne a en fait qu'on a aujourd'hui pour faire changer les choses. 6 000 milliards, énorme. On est plus important qu'en France. On a le pouvoir le plus important, en fait. Tu sais, en 1789, il y avait la Révolution française. En fait, si on veut, demain, on fait la révolution financière en tant qu'épargnant et citoyen. On pourrait vraiment changer les choses de manière assez incroyable. Mais on n'en a pas conscience. Donc, si déjà on pouvait planter cette graine, ce serait énorme. Merci, Olivia. Merci, Simon.